Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est mercredi, on va donc s'atteler à faire comme on le fait chaque mercredi. Là, ici, on met nos petites œillères de trader, d'accord? Donc, on oublie toutes les stratégies de long terme, etc., investissement. Là, on est vraiment pour faire du trading, sur marge, etc. Je sais que c'est ce que beaucoup d'entre vous cherchent à faire. Mais d'encore, rappelez-vous, hein, on n'oublie pas ce qu'on a dit la semaine dernière, il faut de toute façon faire une analyse à faible risque quand même. Hein. Donc, maintenant, l'avantage, c'est que cette analyse à faible risque, elle change peu. Hein. Elle va évoluer au gré des mois, voire des trimestres. Vous n'avez donc pas besoin de faire une mise à jour quotidienne. Autrement dit, une fois que vous avez votre cadre de travail, en général, sur le trading, sur la partie de trading, donc suivi de flux, etc., vous allez pouvoir garder ce cadre de travail pendant plusieurs mois, voire parfois trimestres. Donc, encore une fois, ça ne coûte pas grand-chose de faire une analyse à faible risque, et c'est ça qui sauvera vos fesses, comparé à ceux qui font à peu près n'importe quoi en suivant le gré des vents au jour le jour. Bon, donc ici c'est bien important donc, de remettre nos petites œillères, donc on revient dans la gestion faible risque, on connaît tout ça, on a vu ce qu'on avait dit la semaine dernière, mais avant je voulais répondre à une question reçue par mail qui est hyper importante et certains d'entre vous sont peut-être dans ce cas de figure là, surtout si vous manquez un peu d'expérience dans les marchés financiers, et la question est totalement légitime. Puisque donc moi je regarde ES1, hein, j'ai toujours dit pour faire ces suivis de flux, et là il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi Phil ce gros gap là, nanana, voilà. Donc je vais essayer d'y répondre très très brièvement en introduction, c'est plus pour on va dire lever le doute au cas où vous soyez posé la même question vous aussi, sans rentrer dans nécessairement tous les détails. Si vous voulez plus d'infos, vous fouillerez, je vous donne l'important à connaître par rapport à ce truc-là. Donc il s'agit de comprendre comment fonctionne ce truc-là, d'accord? C'est un indice futur, c'est-à-dire que lui ce qu'il fait c'est qu'un produit futur il a forcément une expiration. Donc sur le S&P 500 les expirations elles sont trimestrielles, vous avez d'autres contrats, hein, par exemple d'autres futurs sur le silver, le gold, etc. Ils sont souvent notés chez TradingView avec ce 1 point d'interrogation derrière. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est un indice composite qui est créé par des produits futurs. Comme les produits futurs, ils ont une expiration, d'accord? Et donc mensuelle ou trimestrielle, il va y avoir ce qu'on appelle un rollover. C'est-à-dire, il y a un moment donné où ces produits futurs, on va devoir passer du premier au suivant. D'accord? C'est ce qu'on appelle le produit qui est dit en tête. Bon, je n'ai pas l'équivalent français, mais bon, c'est ça en anglais en tout cas. Par exemple, c'est ce qui vient de se passer ici. Vous avez le contract switch, ça veut dire que le ES1, il vient de changer le contrat qui est en tête. Le contrat qui était en tête avant, c'était ESU 2023, et il vient de passer au contrat ESZ 2023. Alors on me dirait, bon, c'est quoi tout ce bordel? Mais bon, enfin, c'est des notations. Bref, U, c'est ce qui expire en septembre, Z, c'est celui qui expire en décembre, et vous avez l'année derrière. OK? Donc, de façon très simple, je vous explique juste comment ça fonctionne. Donc, un contrat futur, alors évidemment, celui-là, maintenant, il est en expiration. Donc, on va prendre le pote suivant. Alors, tu es gentil, mon petit, mais... Voilà. Donc, si je regarde le ESZ, d'accord? Donc ça, c'est le contrat, on l'a vu, qui expirera en décembre, ok? Et si vous regardez maintenant l'autre, c'est-à-dire celui qui vient d'expirer, enfin qui est en train d'expirer, qui expirera ce vendredi, on en avait parlé, hein, rappelez-vous, d'accord? Hop. Si vous regardez celui-ci, vous direz, bah, ils ont à peu près la même gueule. Ah oui, ils ont exactement la même tronche, la différence, c'est leur prix. C'est-à-dire que celui-là, il cote 4466, ok? Alors que son collègue, lui, bon, c'est celui qu'on voit là, cote 4514. Donc pourquoi il y a pratiquement 50 points de différence au niveau du S&P 500? C'est ce qu'on appelle le coût du capital. C'est-à-dire ici, tout simplement, un produit futur, c'est un produit qui, à son expiration, dans 3 mois, va coter exactement le même prix que le spot, c'est-à-dire, en l'occurrence, 4461. Ok? Il n'y aura pas de différence entre le prix du futur et le prix du spot à son expiration. Donc, pour celui de décembre, dans 3 mois. Ce qu'il s'agit donc de comprendre, c'est que 3 mois dans un contrat futur, c'est pas gratuit, il y a un coût du capital qui est intégré au mécanisme de pricing. Et c'est cette différence que vous avez ici. Et du coup, quand vous regardez ES1, ben en soi, comme lui, il doit swapper le contrat à un moment donné, eh ben, il choisit de le faire à une date de contract switch qui vient d'être fait ici, ce qui veut dire que c'est là où vous voyez un gap, vous voyez la différence du coût du capital. Alors, évidemment, la question de la personne me dit, bah, du coup, je fais quoi de ce gap? Je l'interprète comment, puisque je ne le vois pas sur le SPX, etc. Vous ne le verrez pas non plus sur certains produits composites comme les CFD. Par exemple, ici, si je regarde SPX 500, qui est un produit qui vous propose des cotations hors de 15h30, 22h, hein, qui sont les heures de cotation du spot, que vous verrez que sur le SPX. Ici, par exemple, voilà, si je prends n'importe lequel de ces CFD, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de problème. Ça cote en dehors. Là, ici, j'ai des cotations, minuit, etc. Okay, donc là, vous avez entre guillemets des cotations overnight, mais vous n'avez pas ce gap. Alors, d'où vient la magie? La magie vient simplement que dans un produit CFD,
c'est un produit composite qui vous est proposé par le broker qui produit le CFD. Et il s'agit donc de comprendre que lui, il va prélever les frais de financement relatifs à la décote du temps d'un futur, mais il va le faire tous les soirs. Autrement dit, lui, il vous propose des prix qui sont équivalents au spot, tout en prenant en compte le financement du capital, mais il vous le distille, entre guillemets, chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a un recalage du contrat relatif à la décote du temps. Simplement, lui, le produit futur, il le fait sur son prix. Le CFD, lui, il maintient le prix du spot et il vous fait payer le coût du capital sous forme de frais en général de rollover overnight. Ok ? Donc très important de comprendre ça. Dans la mesure où maintenant vous avez au moins la base de compréhension, enfin en tout cas je l'espère, comment on fait ? C'est-à-dire, là la question elle est légitime. Du coup, est-ce que je regarde un actif qui fait des gaps et qui du coup a une structure un peu plus punchy, enfin on va dire une structure avec des trous, ou est-ce que je regarde dans ce cas-là un indice composite, CFD, etc. Puisque du coup pour faire de l'intraday, de toute façon il me faut la donnée overnight. Donc ce qui est important de toute façon, c'est de ne pas faire de l'intraday sur du spot, puisque là il y a des vrais trous de cotation entre 22h et 15h30 le lendemain. Donc pour faire de l'intraday et tout ce qui va être en dessous du daily, donc 4 heures, il est plus référable à mon sens d'utiliser soit le produit futur, soit les produits CFD. De comprendre la différence entre les deux. Si vous utilisez le futur, c'est là où il y a quand même une large partie des volumes, vous aurez des gaps sur les rollovers trimestriels. D'un autre côté, si vous utilisez des CFD, vous aurez un prix équivalent au spot avec des frais de financement qui sont distillés tout au long de la période temporelle. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je dis de toute façon, en général, je vais là où il y a le volume. C'est la raison pour laquelle je regarde plutôt le CFD, je regarde plutôt le futur que le CFD. La réponse à la question ici, c'est malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite. D'accord ? Ça veut dire, effectivement, là, pendant une forme assez à court terme, vous allez avoir deux choses différentes si vous tradez sur le CFD ou si vous tradez sur le futur. Parce que le futur, lui, il doit recaler son coût du capital. Le CFD, entre guillemets, le fait de façon constante. Donc, il s'agit bien de comprendre que, de toute façon, que ce soit là ou n'importe où, la bonne réponse, c'est choisissez-en un, d'accord ? Et tenez-vous-y. Au-delà de toute considération personnelle, d'accord, la seule chose que je peux assurément vous dire qui est mauvaise, c'est de changer, d'accord ? Enfin, de changer tout le temps. C'est-à-dire, vous en prenez un, vous comprenez ces mécanismes de financement et vous restez dessus. Si vous voulez changer, d'accord, vous changez une fois, mais vous revenez plus sur l'ancien, d'accord ? C'est pas là je préfère les signaux du futur, et puis là je préfère les signaux du CFD, Donc vraiment vous en choisissez un. Moi ici dans ces émissions j'ai fait le choix de choisir effectivement le produit futur. Ça veut aussi dire que évidemment à ce moment-là j'ai une petite distorsion qui est due à ici. C'est-à-dire, je peux pas vraiment interpréter ce gap comme un saut haussier de la valeur, d'accord ? Parce que concrètement, ici, j'ai un recalage technique qui est fait. Vous voyez, rien du tout sur le S&P et on ne voyait pas du tout ce saut de valeur qui est quand même relativement important. On parle souvent en général de pratiquement 1%. Donc là, on a un jump de 1% qui n'est pas du tout associé à un saut de valeur. Donc on fait attention à ce truc-là. Il est essentiel que vous le compreniez, en tout cas que vous maîtrisiez les tenants et aboutissants de ce truc-là. Si vous tradez et que vous choisissez de faire votre intraday sur le CFD, ce qui est tout à fait compréhensible, vous restez sur le CFD. Si vous êtes sur le futur, attention évidemment donc au moment où vous avez ce changement. Bon, moi personnellement, ce que je fais dans cet environnement-là, c'est-à-dire je connais mon framework, d'accord ? Je sais où j'en suis sur mes structures de flux et tout ça. Moi, ce que je fais en général sur ces périodes de rollover, et ça n'en tient évidemment qu'à moi, c'est vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que moi, en général, je vais revenir ici et je vais passer non plus sur ES1 pendant la période du rollover, mais je vais passer sur ESZ. D'accord ? Vous vous rappelez, ESZ, c'est celui qui expire, du coup, en décembre. Et là, ici, sur ce contrat, effectivement, vous n'avez pas. Le problème, c'est qu'évidemment, du coup, vous avez le coût du capital sur un contrat illiquide. Vous voyez que, par exemple, sur la période précédente, déjà, le contrat, il n'existe que depuis 2 ans. Enfin, il propose de la donner, mais il n'y a personne qui le trade. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, les gens tradent le contrat en tête. Ici, ils n'étaient pas en train de trader ESZ 2023, ils étaient en train de trader ESZ 2022, etc. J'espère que ça, vous le comprenez. C'est juste de dire, voilà, attention, ça, à cette époque-là, on était sur des contrats qui n'étaient pas en tête, ça veut donc dire qu'une large partie du volume, il était tradé sur le contrat en tête. C'est ce que vous voyez là. Regardez, en termes de volume, ce contrat-là, il commence à voir les volumes, au gré, évidemment, du désintérêt sur le contrat précédent. Le contrat qui expire en septembre, lui, son volume, il est en train de baisser et il va être interrompu, ce contrat. Donc j'espère que c'est clair. Voilà la raison pour laquelle, quand on fait l'analyse après à court terme, c'est-à-dire quand on a fait son analyse globale, on sait où on en est dans ces structures de flux. Donc là, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Normalement, ça doit toujours être dans votre tête. D'accord ? Enfin, il n'y a pas besoin de refaire toute l'analyse de séquence, etc. à chaque fois.
Là, ici, sur le S&P, on sait où on en est, il n'y a pas de souci. Donc, je vous invite, pendant la période de rollover, pour ceux qui regardent le produit futur, à pas nécessairement regarder dans ce cas-là juste le contract swap, parce que là, vous allez avoir un gap. Vous regardez dans ce cas-là ESZ, d'accord, et vous aurez l'expiration 2023. Ok, donc en regardant ici, effectivement, vous ne voyez pas le gap, etc. Ok, donc pour ceux qui utilisent les futurs, vous avez cette petite astuce. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça, effectivement, que j'ai plutôt tendance à fonctionner sur la période de rollover pour ne pas avoir à traiter ce gap. Ok. Et effectivement, en général, quand vous arrivez sur le rolling du contrat, il y a quand même un petit peu de prix avant qui vous permet quand même de contextualiser votre truc. Ok, donc si on reste dans ce schéma-là, on fait abstraction ici de tout le pricing qui n'a pas vraiment de volume, mais on sait qu'ici, de toute façon, on avait notre deuxième flux. Si vous vous rappelez, c'est là où moi j'ai pris mes profits sur ce deuxième flux parce que renversement de la troisième borne sur l'UT inférieur. On parlait bien de l'horaire. Derrière, le flux s'était étendu un petit peu plus longtemps et puis derrière, il se renverse enfin. Ok, on a des alertes de volatilité ici, du coup, donc on peut prendre en compte. Et un rappel, quand on contextualise son marché, on regarde grosso merdo les 5 à 6 dernières boîtes de contexte. Ok, ça veut dire c'est là que je focalise mon attention. Je sais qu'ici j'avais mon deuxième flux, que j'ai arrêté de le trader par là, etc. Ok. À partir de là, maintenant, donc j'ai mon troisième flux à traiter. Normalement, il me faut une troisième borne d'abord. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a jamais eu vraiment de repli de troisième borne. Je dirais que le canal se constituait à peu près comme ça. Ok. Donc il fallait casser le canal. Le canal a été cassé par là et il n'y a jamais eu de repli de troisième borne. On est donc en train de la faire. Ok. On fait même la troisième borne ici sur l'UT supérieur puisqu'on a même retourné le contexte à 4 heures. Ok. Donc pour ma part, c'est la raison pour laquelle j'avais dit je re-rentre vendeur sur ces zones de prix là, parce que tout simplement, il y a aussi le risque de flux baissier. C'est de dire, j'avais la stratégie haussière et j'ai le risque de flux baissier que je dois évidemment prendre en compte. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il va falloir décaler le flux une deuxième fois à la baisse et après ce sera fini. Ok, pour ma part, ça ne fait pas de sens puisqu'on l'a dit, il y a déjà pour l'instant 2 flux haussiers. D'accord. Donc ici, soit on est en train de démarrer une séquence baissière, soit tout simplement la séquence haussière va se terminer d'abord, et c'est-à-dire il va nous falloir un troisième flux. Ok. Raison pour laquelle, de toute façon, je vous l'ai dit, je reste acheteur des bornes de Bollinger Basse à partir de maintenant, puisque nous avons notre troisième borne qui est faite. Ok. Donc, pour moi, c'est très simple. Ici, on a fait le retracement, ok, donc on est revenu retracer relativement haut, on a même fait la troisième borne en 4 heures, et à partir de là, c'est de dire, pour moi, les règles sont claires, la stratégie est appliquée, je sais où j'en suis. Je suis à la fois vendeur, et je l'ai dit, je repasserai acheteur sur cette zone-là. C'est relativement simple et pour ma part, ça nécessite tout simplement d'attendre à ce stade-là. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas cassure de la troisième borne, je ne suis pas stoppé ici sur ce trade-là, qui n'est toujours pas à break-even d'ailleurs, je vous rappelle, il a son stop-loss qui est relatif à son propre trade vendeur. Et évidemment, si ça baisse, je suis prêt ici à reprendre des achats. Je l'ai vu que j'ai dit la semaine dernière, je ne couperai pas les ventes, d'accord. Je serai à la fois acheteur et vendeur, et donc il y a une vraie zone d'incertitude qui se construit tant que le vendeur n'a pas été stoppé. Le vendeur, son stop-loss, il doit être à peu près par là. Et l'acheteur, une fois qu'il va déclencher sur cette zone-là, probablement que son stop-loss ne va pas être très très loin non plus. Et attention, il s'agit encore une fois d'une borne de volatilité. Elle peut tout à fait s'ouvrir d'ici là. Moi, l'intérêt, ça va être de toute façon, dès qu'on la touche, cette borne de volatilité, je ne réfléchirai pas trop, je passerai à l'achat. Ok. Donc je ne sais pas exactement où je vais passer à l'achat, puisque ça dépend encore une fois de la volatilité. Et si le prix d'ici là choisit de rester ici, d'accord, c'est-à-dire de ne pas bouger du tout, la borne de volatilité va se refermer. Dans tous les cas, moi, je traiterai cette borne de volatilité tant que, évidemment, il n'y a pas stop aussi sur les ventes. D'accord. C'est vraiment important que vous compreniez ça. En tout cas, j'espère que c'est compris et maîtrisé. En ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a probablement 2 positionnements contrariens qui vont être mis en place dans le temps. Pour l'instant, on en a un qui est en place. La réaction, pour l'instant, elle est bonne. La question, c'est attendre. Est-ce qu'on va aller stopper ces gens-là? Ça me paraît quand même assez peu probable. Ou est-ce qu'on va, dans ce cas-là, je vous dis, juste jouer à faire peur entre les deux? C'est-à-dire, grosso merdo, le prix reste à peu près par là et on attend tranquillement qu'il y ait un décalage de volatilité. Plus le temps passera sans volatilité, plus ces bornes vont se refermer. Autrement dit, je ne sais pas exactement à quel prix ça va se passer. Je m'en fiche en fait d'ailleurs. Je vais juste attendre sagement que le S&P trouve une bonne raison, ou une mauvaise, je m'en fous, de décaler. Je vous rappelle, on ne traite pas les informations dans les stratégies de flux, on s'en fout. L'information, elle est là justement pour causer l'ouverture ou la fermeture de ces bornes de volatilité. En attendant, voilà un peu, donc l'astuce du jour, c'est plus de dire pour ceux qui suivent sur les produits futurs, ok, faites peut-être un petit peu attention aux signaux que vous pourrez avoir, ok. Sinon, vous pouvez utiliser sans aucun problème les stratégies CFD. D'accord. Donc, vous faites comme bon vous semble. Par contre, vous ne changez pas une fois que le choix est fait. C'est hyper important. Je dirais que pour une forme de simplicité, c'est peut-être pas si mal de le faire sur les CFD.
Maintenant, c'est vrai que, comme je vous dis souvent, moi j'ai un biais personnel qui n'est pas forcément celui que tout le monde choisirait à ma place. Mais moi, c'est le seul que j'arrive à défendre d'un point de vue personnel, c'est de dire, je suis navré et j'essaie de faire de l'éducatif, mais j'essaie surtout de faire ce que moi j'utilise. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours utilisé le produit futur, plus que les CFD et leur micmac interne. Donc, c'est un peu gênant, parce que clairement, d'un point de vue éducatif, je pense que c'est plus simple d'utiliser un CFD. Mais comme je vous dis, moi, j'ai un conflit personnel qui est que je ne peux pas blablater d'un truc que je ne trade pas. D'accord. Moi, je ne trade clairement pas le S&P sur les CFD, ou très rarement. Donc, personnellement, du coup, je regarde le futur. Donc, malheureusement, je pose mon contenu éducatif sur ce même futur, pour des raisons qui, j'en conviens, pourraient tout à fait vous paraître stupides. Voilà. Et vous pourriez dire, pourquoi tu fais pas simple pour nous, et au final, tu nous emmerdes avec ton truc de futur. Voilà. Bon, je suis désolé, donc comme je vous dis, je préfère, en toute transparence, du coup, vous donner l'explication totale pour que vous soyez en âme et conscience de tout ce qui est ici et des différences intrinsèques. Après, évidemment, comme d'hab, je le rappellerai jamais assez, c'est un contenu éducatif. Je ne vous prémâche pas ce que vous devez faire en vous disant du coup j'achète, je vends, donc je fais pareil. Voilà. J'essaie de vous montrer comment moi personnellement j'applique juste des règles de façon constante dans le temps et point barre. Donc, à vous de voir, je vous laisse le choix. Soit vous faites sur du CFD, et dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous emmerder de ces rollovers, etc. Soit éventuellement, si vous êtes sur les futurs, pendant la période de rollover, essayez de passer sur le contrat en tête pour faire vos signaux. D'accord? Encore une fois, la contextualisation, elle doit être et rester probablement la même dans les deux cas de figure. Normalement, vous devez arriver à la même conclusion. C'est plus de dire quand il y a un trade à déclencher sur un indicateur particulier, où ici on est vraiment basé sur la zone, la borne de volatilité nous donne en fait le prix. Il s'agit de comprendre qu'effectivement, là, si vous regardez la borne de volatilité du SP1, du ES1, là, elle va être significativement différente, parce qu'elle se comporte par rapport à la donnée qu'on lui donne. Et effectivement, ce gap qu'on a eu ici, ça fausse un peu la donnée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous donner aujourd'hui en contenu éducatif. Cela dit, on va la semaine prochaine refaire un tour un peu sur les comos. J'ai eu des questions, pourquoi on ne regarde plus les flux des comos. Je vous le dis très sincèrement, c'est parce qu'ici ne passe rien. Les flux des commodities, ils sont en hebdomadaire, donc ça veut dire concrètement, ici on est toujours dans le même schéma. Il y a eu un repli ici, très intéressant, sur la moyenne ascendante, après un flux haussier. Théoriquement, un deuxième flux haussier devrait suivre, mais pour l'instant, il traîne la papate. Donc écoutez, moi j'y peux rien, c'est pas mon choix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut être patient et on ne sait pas. Tant que, évidemment, on n'a pas cassé le sommet précédent, donc tant qu'on n'est pas ici à 29 $ sur une once de silver, on ne sait pas. D'accord? Et je vous le répéterai jamais assez, vous ne maîtriserez jamais le temps dans les flux. Donc, apprenez à vivre avec. J'y suis pour rien, mais voilà pour ceux qui étaient complètement accros là sur le plan silver. Pour ma part, c'est toujours un plan potentiel égal, je serai à break-even quand on sera à 29 et pas avant. Voilà. Et pour l'instant, ça me paraît bien orienté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir chercher la moyenne ou des trucs comme ça. Okay, je n'ai pas la réponse, il faut juste être patient ici. Et en plus de ça, je n'ai pas la science infuse. Ça ne veut pas dire que le deuxième flux va se déclencher. Je le saurai quand on cassera le sommet précédent. Ok. Et en attendant, on peut tout à fait aller chercher la borne de volatilité basse. Je vous le rappelle, sur la stratégie de flux, votre deuxième point, d'accord. Le premier point, c'est d'attendre un démarrage de flux. C'est clairement ce qu'on a eu ici. Le point d'achat se fait après une troisième borne. Ici, elle a été faite en retard vers là, je pense. Mais on peut tout à fait, dans ce cas-là, ici, s'accorder à dire attention quand même, les gars. Ça paye sur la moyenne. Et vous savez très bien que sur le point 2, ça peut aussi venir payer à la borne de volatilité. Donc, restez constant, d'accord, j'en vois certains dire des conneries, ça peut tout à fait baisser à 15-16 $ le silver. Il ne faut pas pleurer. Voilà. Moi, personnellement, si on va là-bas, je survis. Voilà. Voire même, je vais recharger allègrement. Voilà. Donc, je suis conscient que c'est possible. Je suis vraiment conscient aussi que c'est quand même relativement peu probable, raison pour laquelle je reste quand même orienté à l'achat. Voilà. Ça, c'était aussi pour répondre aux questions silver. Allez, sur ce, je voudrais donc pas trop étirer ces briefs-là, je veux pas qu'ils durent 2 heures. Donc, je vous rappelle ce matin, compréhension sur les mécanismes de rollover. Donc, soit vous prenez un CFD et comme ça, vous n'allez pas vous poser la question et vous regardez et vous tradez toujours votre CFD. Ok. L'avantage, c'est que vous aurez les mêmes niveaux de prix que le S&P 500. Okay. Maintenant, moi, comme j'analyse toujours l'actif que je trade, d'accord, moi, j'ai plutôt tendance à regarder ES1 en général parce qu'il me simplifie l'historique, d'accord, il me simplifie la contextualisation. Okay. Mais évidemment, ne pas oublier que dans ce cas-là, il y a des distorsions de prix qui viennent particulièrement autour de ces périodes de rollover. Dans ce cas-là, soit vous passez sur les contrats en question, d'accord. C'est-à-dire, moi, vous m'avez souvent vu, ce que j'ai souvent ici, c'est que j'ai en général le contrat derrière.
d'accord? ESZ, c'est-à-dire celui que je trade. Sachant que moi, personnellement, je ne trade pas des lots e-mini, hein, donc voilà, moi je trade celui-là, c'est MESZ, c'est le micro futur, parce que sinon, voilà, hein, c'est 25 balles le point, c'est quand même, voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi, perso, donc c'est celui-là que je trade, ok? Il s'agit de comprendre que c'est souvent lui que je vais avoir sur mes trucs, parce que c'est là que je place mes lots, ok? Donc voilà, c'était pour la transparence cette semaine, donc vous expliquez un peu tout ça, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, à la semaine prochaine, ciao ciao!